1983, l'extrême droite refait surface pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie. Le Front National entre à la mairie de Dreux dans une alliance inédite avec le RPR. Dimanche après dimanche, on appelait ça les dimanches noirs. Dimanche après dimanche, des villes de banlieue tombées à droite avaient souvent l'appui de l'extrême droite. C'est le cas de Levallois, c'était le cas d'Antony, c'est le cas d'Aulnay-sous-Bois. Et il y avait souvent le dimanche soir au deuxième tour des conflits, des affrontements presque, entre la gauche et l'extrême droite qui venait parader et sabler le champagne, quoi. Il y en a trop, il y en a s'ils visaient. Hein, d'accord, il y en a qui a 30 ans qui sont en France, mais il y en a qui arrivent. Hein, il n'y a que les bougnoules, tout partout il y a que des bougnoules, de toute façon. Et il n'y a rien que des bougnoules qui foutent le bordel en France. Je crois qu'on est moins raciste quand il y a 500 000 chômeurs qu'on l'est quand il y a 2,5 millions de chômeurs aujourd'hui. De la même manière, on est moins raciste avec 2,5 millions de chômeurs qu'on risque de le devenir avec 3 millions et demi de chômeurs. Dans les cités ouvrières, les immigrés sont les premiers touchés par les fermetures d'usines et la montée du chômage. Les espoirs soulevés par l'élection de Mitterrand en 81 semblent bien loin. Nourris par l'extrême droite, la tension monte et les crimes racistes se multiplient. Un jeune nord-africain a été jeté par la fenêtre du train Bordeaux-Vintimille après avoir été proprement massacré par de futurs recrues de la Légion étrangère. Une alerte à la bombe dans un café fréquenté par des Turcs. Des travailleurs immigrés, qui est la cible d'agression. Tout le monde attendait de voir sur pièce ce qu'allait faire François Mitterrand, en fait, fondamentalement. Et il se passe rien. Du point de vue des revendications, des crimes racistes, il se passe rien. Donc à partir de là, il y a un mouvement qui part de jeunes, c'est-à-dire les enfants de l'immigration maghrébine et algérienne qui se mobilisent et qui disent on y va. Et c'est parti sur un biais associatif très coupé des organisations politiques traditionnelles. Les grands syndicats, les grands partis politiques de gauche ne connaissaient pas tout ça. Ces enfants d'immigrés organisent une marche pacifique contre le racisme, du jamais vu en France. Signe de cette revendication identitaire, ils s'inventent un nom, les Beurs, arabes en verlan. Cette marche pour l'égalité naît du bouillonnement associatif qui a suivi l'élection de Mitterrand et d'une ampleur comparable aux mobilisations étudiantes des années 1970. Mais cette fois, les leaders étudiants n'y sont pour rien. 5000 personnes cet après-midi à Paris, le premier jour à Marseille, ils étaient 32 très précisément. Les syndicats, les organisations humanitaires sont également représentés. Seule l'extrême droite boycotte, elle ne veut pas s'associer. Il n'est pas question de vengeance, mais de la justice. Rien que la justice, une réelle justice. Alors dites-moi un peu. Les meneurs de la marche ont réussi leur pari, attirer l'attention de l'opinion et forcer la sympathie de Mitterrand, qui les reçoit à l'Élysée. En partant de Marseille, il s'est passé qu'on lançait un message de paix, un message pour l'égalité contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. Voilà, merci. Après cette rencontre, Toumi Djaïdja et ses camarades retombent dans l'anonymat. D'autres, à leur place, vont capitaliser sur ce formidable élan de solidarité. J'ai commencé à réfléchir à l'idée d'un grand mouvement culturel de la jeunesse, que ça puisse être une réponse à ce qui se passait. En brassant tout ça, j'ai eu l'idée de ce mouvement de SOS Racisme. J'en ai parlé autour de moi. Quelques copains qui étaient avec moi se sont trouvés partie prenante de cette idée, notamment Harlem Désir, par exemple, ou Isabelle Thomas, ou les gens qui travaillent avec moi un peu à l'université. Et puis, on en a parlé à un personnage à l'Élysée qui s'appelait Jean-Louis Bianco. Et là, Jean-Louis Bianco nous a dit « Ah, mais moi, je peux vous présenter quelqu'un qui peut vous aider, intéressant. » J'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et c'est là qu'il nous a présenté Jacques Pilan. Voilà. Et là, Pilan, il est tombé amoureux du projet tout de suite. Jacques Pilan est un homme important de la galaxie Mitterrand. C'est son publicitaire, l'homme du slogan « La force tranquille » de la campagne présidentielle. Pilan, il nous a aidé à faire la petite main. Nous, on avait le slogan, mais lui, il nous a aidé à faire la petite main. Et une sorte de mayonnaise qui a pris, voilà. Mitterrand met ses réseaux à leur disposition et dote SOS Racisme de quelques fonds publics. Quand Julien Drey et nous, un peu autour,
il a l'idée, enfin avec un certain nombre de camarades, de promouvoir la problématique de SOS Racisme. Ça se fait directement sous l'autorité de François Mitterrand, pour dire les choses comme elles sont. C'est quand même l'Élysée qui va gérer cette opération. Et c'est bien l'Élysée et François Mitterrand qui va donner sa chance au mouvement de SOS Racisme contre le Parti socialiste. Contre le Parti socialiste. Je peux vous témoigner très directement du refus absolu du Parti socialiste d'aider en quoi que ce soit, et même avec une attitude extraordinairement critique du Parti socialiste et de ses principaux responsables vis-à-vis de SOS Racisme, jusqu'à ce que le mouvement soit tel qu'il soit obligé, évidemment, de s'y rallier. Le succès de l'association SOS Racisme a été fulgurant. Et ce succès s'est organisé autour d'une idée que l'on peut qualifier de géniale. Celle du badge en forme de main avec ce slogan « Touche pas à mon pote ». Julien était déjà avec ce qu'on pourrait appeler les nouveaux mouvements sociaux. C'est-à-dire son mérite essentiel, c'est de dire dans le fond, avec la marche de 83, il y a un nouveau mouvement social qui apparaît. On s'appuie sur les médias et la musique joue un vecteur essentiel. L'emballement populaire, bien orchestré par les médias et les hommes de l'Élysée, débouche sur un méga-concert place de la Concorde le 15 juin 1985. Moi je me souviens, quand je suis allé à la fête d'SOS Racisme place de la Concorde, je monte sur l'espèce de balustrade en pierre, et là je regarde et je vois je sais pas, à 300 000, 400 000 personnes rassemblées. C'était quelque part pour moi aussi la fin d'une histoire. C'est-à-dire l'histoire d'un engagement très militant, très organisé, très méthodique. Nous, dans les années 70, on s'avalait des livres entiers. On ne voulait absolument pas raccourcir notre pensée. Tout était compliqué. Et on se retrouvait là, à partir de ces années 80, à la fin de ces années 80, on se retrouvait au contraire. Et plus on parlait vite, dans des formules lapidaires et ramassées, et plus on avait une image qui pouvait passer, et plus c'était ça, l'homme politique. Jean-Christophe Cambadélis choisit de s'adapter à cette nouvelle manière de faire de la politique. À 35 ans, il abandonne toute responsabilité au sein de l'UNEF et décide de suivre l'exemple de Julien Dray. Il rejoint au Parti socialiste Lionel Jospin, lui aussi ancien trotskiste de l'OCI. On a fini par rentrer au Parti socialiste, après un appel dans Le Monde signé par 1000 personnes qui s'appelait la Charte pour l'égalité des droits, dont le premier élément était la fondation de la 6e République, Mitterrand nous disant « comme vous y allez », comme si j'avais pas suffisamment de problèmes. Et bref, on est rentré après une séance formidable où Lionel Jospin nous accueille dans le bureau de François Mitterrand et voit notre lettre. Et je me souviendrai toute ma vie de cela. Mécaniquement, tout en nous parlant et en échangeant avec nous, il corrigeait les fautes d'orthographe de notre missive demandant à rentrer au Parti socialiste. J'étais mort de honte. Voilà comment on est rentré.